Voilà, je suis maintenant en compagnie de Nicolas Bayard, le fondateur des éditions Le Passager clandestin. Bonjour Nicolas Bayard. Bonjour. Alors, Le Passager clandestin, c'est une maison d'édition indépendante, spécialisée dans les sciences humaines essentiellement, Exactement. et qui doit faire face à de sérieuses difficultés aujourd'hui. On va y revenir dans quelques instants. On va tout d'abord présenter la maison d'édition. Quand et comment est née la maison d'édition ? Alors, la maison d'édition, Le Passager clandestin, a maintenant 7 ans. Je l'ai créée à l'époque, j'étais tout seul en 2007, avec 4 premiers ouvrages début 2007. On est aujourd'hui 3 à travailler au Passager clandestin. En plus de moi, il y a Dominique Bellec et Frédéric Giacomoni. On est une petite structure. C'est une SARL. Voilà, exactement. On a publié aujourd'hui à peu près un peu plus de 100 titres en tout. On en publie une petite vingtaine par an. Ouais. Répartis sur 7 ou 8 collections, comme vous le disiez, principalement de la science humaine, avec des rééditions de vieux textes politiques, avec des petits livres d'intervention, avec des essais, avec des collections consacrées à la désobéissance civile ou à la décroissance. On fait aussi un peu de fiction, de livres de photos. Enfin voilà, on essaie de travailler sur un certain nombre de sujets qui nous intéressent. Parmi ces sujets, on retrouve donc la désobéissance civile, la décroissance, le féminisme, tous les aspects écologiques, développement durable, etc. Et puis ponctuellement, on lance des collections. Là par exemple, on a lancé récemment une collection il y a 1 an qui s'appelle Dyschronique, qui est de la réédition de textes de science-fiction. Il y a eu notamment tout récemment Vent d'Est, Vent d'Ouest. Voilà, exactement. Ça fait partie de notre dernière fournée. Vent d'Est, Vent d'Ouest, un texte de Frank Robinson, qui est un auteur américain qui, en 1972, avait imaginé une société, un monde où la passion automobile l'emporte sur le besoin de respirer, une société où il y a une telle fascination pour l'automobile que ça provoque des maladies et des gros problèmes de société. Et donc voilà, ça nous semble intéressant de ressortir des ouvrages qui, il y a 40, 50, voire plus longtemps, 40-50 ans, étaient précurseurs à ce moment-là et pointaient du doigt un certain nombre de dérives dans lesquelles parfois on s'engouffre à pieds joints aujourd'hui. Ce que vous souhaitez avec votre maison d'édition, c'est faire voir et comprendre la société et aussi publier des ouvrages qui proposent des alternatives ou qui suscitent le débat. Voilà, exactement. On n'est pas une maison d'édition qui apporte des réponses toutes faites. Par contre, il y a un certain nombre de dysfonctionnements, de choses qui nous choquent dans notre société actuelle. Et on donne la parole à des auteurs qui essayent d'interroger nos modes de vie, d'essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là, et d'ouvrir des pistes de solutions. Par exemple, on a fait un gros travail avec un auteur qui s'appelle Sébastien Broca autour de l'utopie du logiciel libre. On a sous-titré ça du bricolage informatique à la réinvention sociale. Voilà, le logiciel libre est un paradigme relativement récent par rapport à tous les logiciels propriétaires qu'on peut trouver aujourd'hui. Et est-ce que le logiciel libre peut pas être une piste de réflexion pour un nouveau modèle social basé sur la collaboration, sur le partage de l'information et non pas sur le brevetage de logiciels. On travaille également sur les grands projets inutiles. À travers nos différentes collections, on essaie de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et puis de donner la parole à des gens qui proposent ce que des fois on pourrait appeler des utopies, mais on essaie à chaque fois de garder à l'esprit que ces utopies peuvent être concrètes et de montrer qu'il peut y avoir d'autres pistes pour notre modèle de société. Très bien. Pourquoi ce nom de Passager clandestin ? Alors, ce nom, il est venu à l'époque où je cherchais un nom pour la maison d'édition. D'abord parce qu'à titre personnel, j'étais très impliqué dans la lutte pour la défense des sans-papiers, et notamment les enfants scolarisés via le réseau RESF. Et puis aussi parce que je me suis dit que j'étais un petit peu un passager clandestin dans le monde de l'édition, parce que je viens pas du tout de ce monde-là. J'avais envie de me lancer sans faire partie du sérail.
Et donc voilà, c'était un clin d'œil à la fois aux problématiques qui nous intéressaient, à notre propre situation. Et puis en fait, j'avais en tête un personnage de bande dessinée à l'époque. Surtout, j'étais très lecteur de la bande dessinée Corto Maltese. Et j'aimais beaucoup le principe à la fois de la fiction et puis quelque chose qui est très documenté, très historique, très sourcé. Et puis ce personnage de Corto Maltese qui n'a pas de frontières, qui est un peu pirate, un peu rebelle et qui va directement au contact des gens. Voilà, c'est ce personnage que j'avais en tête quand j'ai créé la maison d'édition. Et puis quand j'expliquais ça, je dis voilà, c'est une sorte de passager clandestin. Et puis du coup le nom est resté et aujourd'hui encore on s'y retrouve bien. Ok. Alors vous faites vivre le livre et le débat en participant à de nombreux salons du livre ou à divers événements, diverses rencontres. Oui. Notre travail ne consiste pas seulement à fabriquer des livres. On s'appuie évidemment sur la librairie, et en particulier sur la librairie indépendante. Mais pas seulement. On essaie d'aller en direct rencontrer le maximum nos lecteurs. Je crois que l'an dernier, on a organisé ou participé à une 60aine, voire un peu plus de rendez-vous directement avec des lecteurs, donc c'est plus d'une par semaine. C'est des fois juste une présentation d'un ouvrage lors de lancement d'un ouvrage, mais des fois c'est par exemple on était présent à Notre-Dame-des-Landes l'an dernier pendant 3 jours lors du grand rassemblement contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour proposer à la fois notre travail et puis le travail d'une quinzaine d'autres maisons d'édition également de critique sociale. Vous étiez présent récemment au Salon du Livre d'Arras, le 1er mai. Exactement, tous les ans on va à Arras au Salon Colère du Présent, qui est un salon qu'on apprécie beaucoup. C'est un salon familial et on voit bien que l'implication de toute la ville dans ce salon. On organise aussi de temps en temps des rencontres dans des endroits improbables. Tout le monde ne va pas dans les salons du livre ou dans les librairies, et donc on organise de temps en temps, on appelle ça boire entre les lignes, des mini-librairies éphémères chez des cavistes. C'est l'occasion de rencontrer des gens qui n'auraient pas entendu parler de nous sinon. D'accord. Alors, 2 ouvrages sont parus en avril. On peut en dire quelques mots. Il y a Cornelius Castoriadis ou l'autonomie radicale par Serge Latouche. Voilà. Et André Gorz pour une pensée de l'écosocialisme par Françoise Golin. Voilà. Ces 2 ouvrages s'insèrent dans une collection qui s'appelle les précurseurs de la décroissance. C'est une collection qui a 1 an et une petite dizaine de titres. Le directeur de la collection et qui écrit certains des ouvrages, c'est Serge Latouche, un philosophe bien connu de la pensée de la décroissance. Ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer de réfléchir un petit peu à ce concept de décroissance. Aujourd'hui, on voit bien que l'alpha et l'oméga de nos politiques publiques, c'est le retour de la croissance, comment développer la croissance. On en parle beaucoup, oui. On en parle beaucoup, exclusivement. Ce concept de décroissance qui date des années 70 et qui a pris un nouvel essor au début des années 2000 est ce qu'on appelle un mot obus, un mot un peu provocateur. Il ne s'agit pas de dire que, à contrario des tenants de la croissance, pour qui l'alpha et l'oméga, donc c'est 1 point de croissance en plus, de dire qu'il faut baisser de croissance de 1 point tous les ans, etc. Simplement, le propos de la décroissance, c'est de dire que une croissance infinie dans un monde fini, d'abord, c'est pas possible. Techniquement, il va se poser un problème à un moment ou à un autre. Et on est déjà face à un certain nombre de ces problèmes. On peut penser au réchauffement climatique, au déplacement de population lié au réchauffement climatique, à l'épuisement des ressources premières, etc. Mais aussi que ce concept de croissance est absurde à partir du moment où on résume le développement d'une société sur un indicateur, l'augmentation du PIB. C'est tellement caricatural que ça en devient ridicule. Par exemple, une marée noire provoque de la croissance. Un accident de voiture, par les soins qu'il va engendrer, etc., provoque de la croissance. Donc dire que la croissance est bonne à tout prix, ça n'a pas de sens. Donc on a essayé de regarder ce concept de décroissance qui se développe là depuis 10-15 ans, dans quel fondement philosophique il s'insérait. Et on a, via Serge Latouche, donc directeur de collection, trouvé déjà une quinzaine d'auteurs qui avaient théorisé ce concept de décroissance. Et donc on a essayé de regarder en quoi certaines personnes qui étaient un petit peu attendues, mais d'autres beaucoup moins. Par exemple, on a
On a Épicure. Épicure finalement est une sorte de précurseur de la décroissance. Il y a Tolstoï également. Et puis plus récemment, il y a deux auteurs qui sont André Gortz et Cornelius Castoriadis, qui ont, par leur réflexion philosophique, donné des pistes pour les concepts de décroissance aujourd'hui. Donc les ouvrages sont décomposés en deux parties. Il s'agit dans une première partie d'avoir un essai d'une 40aine de pages sur André Gortz, en quoi sa contribution philosophique est un apport à la pensée de la décroissance aujourd'hui. Et puis une 40aine de pages ensuite d'extraits de texte d'André Gortz qui permet d'illustrer un petit peu ce propos. On est sur des ouvrages de poche à chaque fois, vous voyez, on est sur 90 pages à peu près, un petit bouquin, 8 € à peu près. Alors, vous avez lancé il y a quelques jours un appel à l'aide sur Facebook notamment, car vous avez de gros problèmes de trésorerie à surmonter. Oui. Alors on espère que c'est provisoire. Comme je vous le disais, on est une toute petite structure. On a créé le passager clandestin avec un tout petit capital, et du coup on est particulièrement fragile et dépendant des moindres soubresauts de notre activité. Et c'est vrai que ces derniers mois, probablement en grande partie à cause de la crise, mais on voit que les librairies indépendantes ferment les unes après les autres. Elles seront remplacées par des librairies qui sont sûrement très respectables, mais avec lesquelles on travaille pas du tout, par exemple dans les grandes surfaces, qui suivent pas du tout notre travail. Donc on voit que par exemple sur la collection Les Précurseurs de la décroissance, les dernières mises en place sont très faibles. C'est-à-dire que les libraires sont très prudents, ceux qui sont encore là commandent moins d'ouvrages, les retournent à l'éditeur plus vite, donc ils sont moins présents moins longtemps sur table. Donc on fait tout un travail là-dessus, mais il se trouve que là, comme on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et les échéances, elles sont toujours là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on paye les imprimeurs, il faut qu'on paye l'URSSAF, évidemment. Toutes ces obligations, c'est très compliqué d'avoir des échéances supplémentaires. Et du coup, on se retrouve un peu coincé là sur une échéance qu'on a un peu du mal à franchir fin mai et courant juin, avec beaucoup de sous à sortir et des rentrées qui sont pas au niveau. Donc on a fait passer un message d'abord sur nos réseaux en disant recherchez 15 000 € jusqu'au dans une dizaine de jours. Fin mai. Ouais, c'est ça. Nos premières échéances importantes sont pour fin mai, et puis les suivantes sont dans les 15 premiers jours de juin. Donc on a lancé, en gros, c'est de façon un peu schématique, il faudrait qu'on trouve 15 000 € en 15 jours, c'est un peu ça l'idée. Donc on a lancé ça d'abord sur nos propres réseaux, et ça a été beaucoup relayé derrière. Ça fait très chaud au cœur parce qu'on a vu beaucoup de gens nous témoigner de leur solidarité, de leur envie de pouvoir continuer à lire des nouveaux ouvrages du passager clandestin. Et donc ce mail qu'on a fait partir et ce message Facebook auprès de quelques centaines de gens proches du passager clandestin s'est diffusé largement, puisqu'il me permet même aujourd'hui de vous parler. Et ça démarre bien, ça démarre très bien, puisque il y a plus de 5 000 €, je crois. Voilà, exactement. Hier soir, il y avait déjà eu pour 5 000 € de livres commandés. Et puis ça continue d'arriver en permanence. Là, j'ai pas encore regardé en détail aujourd'hui, mais on va probablement dépasser les 6 000 € ce soir. Donc on est bien parti pour pouvoir. Alors donc pour vous aider concrètement, c'est déjà acheter les livres des éditions Le Passager clandestin. Voilà, exactement. Dans l'idéal aujourd'hui à très court terme, c'est de jeter un coup d'œil sur notre site internet, Le Passager clandestin, voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse et pas hésiter à commander en ligne, sachant que notre modèle économique n'est pas du tout basé sur la vente en ligne sur notre propre site. Nous, on est très dépendant des librairies indépendantes notamment, et donc c'est très ponctuel et exceptionnel de demander d'acheter directement sur notre site. Au contraire, en général, on dit aux gens, allez voir vos libraires indépendantes, il faut que toute la chaîne du livre puisse vivre, et donc si vous pouvez éviter d'acheter sur Amazon, on s'en portera tous mieux, mais la librairie indépendante, vous en avez forcément une pas trop loin de chez vous. Elle tire la langue aussi, elle a besoin
elle a besoin de nous et nous on a besoin d'elle. Donc voilà, même si ponctuellement, c'est vrai que là nos échanges à court terme font qu'on demande aux gens de venir acheter nos ouvrages sur notre site internet. Alors le site justement c'est www.lepassagerclandestin.fr. Exactement, tout attaché. Voilà. Et sinon aussi on peut envoyer un chèque de soutien au passager clandestin, donc 1 rue de l'Église, 72 240, Neuvy en Champagne, Neuvy avec un Y, Neuvy en Champagne. Voilà. Tout à fait. Eh bien, on espère que tout ça va bien se dérouler pour vous. Et ben, en tout cas, ça démarre très bien. Bon, ben, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de même. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.